Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On espère que le podcast de la semaine dernière, donc l'introduction, l'épisode 0, vous a plu. On est ouvert à vos retours, donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, c'est Alfie qui va nous lire le chapitre 1 de La Folie d'Annunzio, donc l'épopée de Fiume, qui concerne un petit peu toute la mise en place, tout le background autour de cette épopée de Fiume sur la participation de l'Italie à la guerre et surtout la fin et le sentiment des Italiens après la fin de la guerre. Donc on va passer tout de suite à la lecture. Chapitre 1. La victoire mutilée. Les Italiens ont un énorme appétit, mais des dents pourries, déclarait Bismarck en 1882. L'année même où Rome se liait aux empires allemands et austro-hongrois par la Triplice. Un pacte militaire strictement défensif. Face à lui, la Triple Entente. Le système d'alliance réunissant Paris, Londres et Saint-Pétersbourg. La France du chancelier allemand, qui sied parfaitement à Gabriele d'Annunzio, souligne la grande caractéristique de la diplomatie de l'Italie, à peine unifiée en 1861. Celle de manger à tous les râteliers. Lorsqu'éclate le premier conflit mondial, Rome, arguant du fait que les déclarations de guerre proviennent des chancelleries de Vienne et de Berlin, proclame sa prudente neutralité. Le Saint-Siège est farouchement opposé à une guerre avec l'Autriche catholique. Pourquoi ? En outre, se ranger aux côtés de l'ennemi d'hier, contre lequel s'est réalisée l'unité du pays et qui empêche toujours son parachèvement. Peu de chances que l'Empire austro-hongrois renonce à sa domination du Trentin au Adige, de Trieste, de l'Istrie et de la Dalmatie, les fameuses terres irrédentes. Les nationalistes italiens souhaitent les lui arracher au plus vite. En Italie, l'entrée en guerre n'est donc pas le fruit d'une soudaine union sacrée pour se jeter au secours de la patrie agressée, mais l'issue d'une longue dispute entre neutralistes et interventionnistes. Le constat d'un an de massacre en Europe aurait dû lui couper tout appétit guerrier. C'est pourtant avec une fringale d'adolescents, en pleine croissance, que l'Italie s'assoit à la table des négociations secrètes avec les représentants de l'entente. Cela ne l'empêche pas de continuer à discuter avec Vienne pour obtenir des concessions en échange du maintien de sa neutralité. Les Alliés, désireux de faire passer dans leur camp l'Italie pour ouvrir un nouveau front sur le flanc des empires centraux, ne lésinent pas sur les promesses. Rome a les yeux plus gros que le ventre et dresse le menu de ses ambitions, insérant villes, îles et fleuves sous le regard complaisant des négociateurs, dans l'esprit desquels leur orthographe est tout aussi approximative que leur localisation. L'Italie multiplie les requêtes territoriales comme on choisit les plats au menu du restaurant, sans se soucier du prix. Elles sont acceptées par ses interlocuteurs, y compris des concessions coloniales en Afrique, au Moyen-Orient, un protectorat sur l'Albanie, ou encore l'intégralité du littoral autrichien. On ne fait pas dans le détail, on verra ça après la victoire. Le pacte de Londres est signé le 26 avril 1915, obligeant Rome à déclarer la guerre à Vienne d'ici un mois. C'est chose faite le 23 mai. L'intervention des États-Unis dans le conflit n'est à cette date pas encore envisagée. Pas plus que les 14 points que fixera son président Woodrow Wilson pour le faire cesser et dont le premier est justement le bannissement de toute diplomatie secrète. Personne surtout n'imagine la disparition de celui à qui l'on représentera bientôt l'addition, l'Empire d'Autriche-Hongrie. À peine l'armistice est-il signé que l'Italie trépigne de faire valoir ses droits. Ses troupes marchent déjà vers les terres promises, elle en est persuadée, à juste titre. Elle invoque le sacrifice de 650 000 de ses hommes. La guerre mondiale a en outre représenté la 4e guerre d'indépendance de son Risorgimento, initiée en 1848, celle qui lui permet de parachever son unité territoriale. L'Italie n'est plus, comme la raillait le chancelier autrichien Metternich, une simple expression géographique. C'est désormais un État aspirant à être reconnu comme une grande puissance aux visées impérialistes. Ses droits historiques sur l'Adriatique, ce golfe de Venise, son autre Mare Nostrum avec la Méditerranée sont martelés. L'Empire romain, puis la Sérénissime, ont étendu sur ses rives leur domination et implanté la culture italique. C'est le cas en particulier à Fiume, aujourd'hui Rijeka, en Croatie. À l'époque, ce port florissant est le débouché sur la mer de la Hongrie. Il revêt pour Budapest
la même importance stratégique et commerciale que Trieste pour Vienne. Les 60 000 habitants de son centre-ville sont, d'après le recensement d'avant-guerre, à 50% italophones, contre 40% de croates et de slavophones, et 10% d'autres nationalités. La population de sa banlieue, Sušac, est dans son écrasante majorité slave. Dans ses discussions avec Londres, avec les grandes puissances, le gouvernement italien n'a pas songé à prendre Fiume en considération. Le 30 octobre 1918, le port se rappelle à son bon souvenir, alors qu'éclatent à Vienne les premières manifestations hostiles à la monarchie d'Habsbourg. Un conseil national italien se constitue et réclame son rattachement à la mère patrie. Il se place sous la protection de l'Amérique, mère de la liberté et de la démocratie, dans l'espoir que son choix serait entériné par la future conférence de la paix. En attendant, les grenadiers de Sardaigne sont fêtés lorsqu'ils entrent dans la ville et repoussent les soldats serbo-croates dans ses environs. Si à Rome, on attend que les Alliés honorent les promesses contractées 3 ans plus tôt, à Belgrade, on ne doute pas que seront maintenues celles estimées indispensables à la naissance de leur nouvel État, la Yougoslavie. Elles sont incompatibles. Dans le drame, dont l'action se déroulera à Fiume, les acteurs ont changé avec la disparition des empires austro-hongrois et russes, et avec l'entrée sur scène des Américains. Les Anglo-Saxons rechignent à donner à l'Italie la clé de cette porte des Balkans, car Fiume représente une excellente base pour satisfaire leurs intérêts commerciaux dans la région. Les Français pensent eux aussi à leur intérêt stratégique, et se sentent désormais moins cousins des Italiens que grands frères protecteurs de la future Yougoslavie. Face à ce qui est en train de se muer en guerre froide avant l'heure, la solution du problème est renvoyée à la conférence de la paix. Le port est placé sous occupation des troupes interalliées avec l'arrivée de contingents britanniques, américains et annamites pour la France, tandis que le commandement est confié aux Italiens. Le constat de Bismarck sur leur dentition peu propice à satisfaire leur appétit se vérifie. L'Istrie évoque une canine que l'Italie espère planter solidement dans l'Adriatique. À sa racine se fixe l'abcès de Fiume. Ce nom jusqu'ici totalement inconnu court désormais sur toutes les lèvres. S'en échappe un cri de douleur et d'orgueil. Les pays, comme les êtres humains, ont une psychologie résultant de leur expérience, qu'ils appellent leur histoire, et de leur caractère qui est celui de leur peuple. L'Italie, un État né il y a un peu moins de 60 ans, est fier. S'il ne se fait aucun scrupule de manquer à sa parole, elle est très susceptible sur les égards dont elle estime devoir être gratifiée. De la paix de Westphalie à celle de Versailles, les congrès diplomatiques qui les préparent sont de grands repas de famille entre les nations. Observer la liste des convives permet de faire le compte des décès et des naissances, de constater les brusques enrichissements ou les revers de fortune, d'arranger des mariages ou de déplorer des ruptures. On y ressasse des rancœurs recuites, on y scelle des réconciliations fragiles, on y jauge la santé des participants en recalculant les héritages que permettront de se tailler la turbulence des uns ou l'apathie des autres. L'Italie s'imaginait que la conférence de la paix de Paris signifierait son accession au rang des puissances qui comptent. Elle comprend vite qu'on la traitera avec à peine plus de considération que les vaincus. Fini les rêves de festin. Elle se lèvera avec la faim au ventre et devra se contenter des miettes dans l'empire d'un ennemi qui n'existe plus. Pour les Italiens, encore soumis au rationnement, ce n'est pas qu'une métaphore. Gabriele D'Annunzio parle à l'estomac de ses compatriotes lorsqu'il fustige les Anglais. Peuple aux 5 repas, prêt à dévorer autant qu'il peut, alors que nous serons encore d'un cran la ceinture autour de notre sobriété. Ou encore, la panse gargantuesque et la mâchoire pantagruélique des Français. Le journaliste Albert Londres, envoyé dans la péninsule au printemps 1919 par le Petit Journal, dépeint les misères matérielles d'un pays dont les stocks sont épuisés, où la vie est plus chère de 30% qu'en France, et où la grogne sociale commence à bouillonner. L'Italie, depuis le conflit, ne conforme plus qu'un seul bloc, sur quoi le raisonnement a cessé de mordre. Si ces revendications étaient satisfaisantes, les sacrifices passés n'auraient pas été consentis en vain, et ce présent deviendrait un peu plus supportable. Albert Londres recueille ainsi, à Rome, la confidence d'un confrère. Si on nous donne Fiume et Zara, un peu d'argent, du blé ou au moins des bateaux, et les élections en juin, tout marchera bien. À Paris, ça se présente mal. Le président du Conseil, Vittorio Orlando, siège pourtant au Conseil des 4 créé à la suggestion du président américain,
pour discuter avec le Français Georges Clemenceau et le Premier ministre britannique Lloyd George des questions importantes relatives à la conférence de la paix. Mais face à Woodrow Wilson, qui exerce les accords secrets fauteur de guerre, se dresse le ministre italien des Affaires étrangères, Sidney Sonnino, le négociateur du pacte de Londres. Les contradictions de leur position ne font que renforcer l'intransigeance de leur posture. Ils font de Fiume une question de principe, celui de l'autodétermination des peuples, à peine érigé en fondement de la nouvelle diplomatie internationale, et immédiatement bafoué par ceux qui s'en réclament. Le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, n'est-il pas jusque dans son nom une mosaïque de peuples, donc des minorités ethniques, comme la feu Autriche-Hongrie? La population de Fiume ne sait-elle pas se prononcer seule sur son destin? Quant à ceux qui invoquent l'italianité du port adriatique pour justifier son rattachement à la péninsule, ils réclament dans le même temps la Dalmatie peuplée essentiellement de Slaves. Les tracés des futures frontières suscitent la crainte d'une Italie qui s'identifie à la dépouille de l'empire habsbourgeois. On veut la faire s'allonger elle aussi sur une table d'opération. Gabriele D'Annunzio en est convaincu. Il fustige dans une lettre adressée aux Dalmates, publiée le 14 janvier 1919 dans la Gazzetta di Venezia, le risque d'une Italie ramollie par le formol transatlantique du docteur Wilson et amputée par la chirurgie transalpine du chirurgien Clemenceau. Son pays est en train de perdre ses espérances. Il ne veut pas le voir perdre son honneur. Il s'indigne de le voir mendier ce qu'il mérite. Pax Gallica, Pax Britannica, Pax Americana, Miserere Nostri. L'Italie n'a pas à attendre la Sébile. Elle doit exiger la seule Pax qui vaille, la Pax Romana. Nous avons combattu pour la plus grande Italie. Nous voulons l'Italie la plus grande. Nous voulons instituer pour la nation le sentiment de la grandeur. Nous l'affirmons maintenant, nous l'exaltons maintenant. L'Italie est grande et veut être plus grande. Ses représentants sont donc contraints de hausser le ton eux aussi, prouvant que si l'impérialisme est odieux chez les forts, il est ridicule chez les faibles. Le 7 février 1919, il exige l'application intégrale du pacte de Londres, incluant Fiume. La délégation yougoslave répond qu'elle entend s'attribuer l'intégralité de la Dalmatie, l'Istrie et même Trieste. L'oncle Sam décide de rappeler la remuante Italie à l'ordre. Il réaffirme son intention de ne pas souscrire au traité de Londres, de ne pas lui attribuer Fiume et propose de reculer le tracé initial de la frontière, ôtant à l'Italie la partie orientale de l'Istrie. La plaie béante de l'orgueil national transalpin suppure par tous les fameux 14 points de Wilson, censés être les points de suture d'une Europe déchirée. Le président américain va jusqu'à jeter du sel dessus, en demandant aux Italiens de donner la preuve au peuple sur l'autre rive de l'Adriatique, récemment libéré, de la plus noble caractéristique de la grandeur, la magnanimité, la générosité bienveillante, l'attachement à la justice plutôt qu'à l'intérêt. Ajoutant l'injure à l'insulte, il publie son message dans un journal français, Le Temps, le 23 avril. Les larmes de Vittorio Orlando, se plaignant du sort qui est fait à son pays, n'attendrissent pas l'impassible américain, le flegmatique britannique et l'implacable français. Orlando peut perdre sa dignité devant eux, mais pas la face devant son peuple. Les irrédentistes sont devenus irréductibles. Le 24 avril, les délégués italiens quittent Paris pour rallier Rome, où un accueil triomphal leur est réservé à leur descente de train. Dans le drame de Fiume qui s'apprête à être joué, ils font office de chauffeurs de salle, exaltant les sentiments nationalistes et exacerbant l'hostilité du public vis-à-vis des Alliés. On attend l'entrée en scène de l'acteur principal, Gabriele D'Annunzio. Sa lettre aux Dalmates n'est rien d'autre qu'une lettre de candidature. Il s'y dit prêt à tout sacrifier à la cause qu'il fait sienne. Amour, amitié et convenance. Je serai avec vous jusqu'au bout, et vous savez ce que je veux dire avec cette promesse. En attendant de le décrocher, il répète son rôle en s'adressant le 4 mai à Rome, depuis le balcon de l'hôtel de ville, à la foule venue l'acclamer. Une scène qui deviendra bientôt emblématique. La cérémonie vise à exiger l'annexion de Fiume. Là-haut, sur les routes d'Istrie, sur les routes de Dalmatie, qui sont toutes romaines, n'entendez-vous pas le pas cadencé d'une armée en marche? Il prouve ce soir-là qu'il mérite son surnom de Vate, prophète. C'est sur la route de Paris que reprennent Orlando et Sonnino, conscients que l'isolement de l'Italie nuit à ses prétentions. La conférence de la paix poursuit ses travaux sans eux et l'argent américain est indispensable pour redresser l'économie ruinée. C'est un double aveu de faiblesse.
L'Italie se désole de n'avoir pas un homme qui sache gagner la paix, alors qu'elle en a eu tant qui ont su gagner la guerre. Et si c'était Gabriele D'Annunzio? Les Italiens sont chauffés à blanc. Lui souffle sur les braises. Nous voulons brûler. Nous ne voulons pas nous éteindre. Notre pauvreté brûle et brille, et tout l'or transatlantique est opaque à nos yeux. Le 21 juin 1919, une semaine avant la signature du traité de Versailles, le cabinet Orlando chute, victime des difficultés rencontrées pour régler la question de Fiume. Il est remplacé par celui de Francesco Saverio Nitti. Lorsque le 23 juin, Sonnino communique aux Alliés que son successeur, Tommaso Titoni, viendra à Paris, Clemenceau s'exclame « Que vient-il faire? Il n'y a plus rien à faire. » Tous ne sont pas de son avis. Bon, merci Elfie pour la lecture du premier chapitre. C'est pas un exercice facile. Ouais. Pas de problème. C'est vrai que c'est pas un exercice facile. Plus les chapitres sont longs et plus on fatigue en fait au fur et à mesure. On va faire en sorte que ça soit plus agréable pour vous à l'écoute. Vous en faites pas. Donc premier chapitre du livre La folie d'Annunzio, qui traite beaucoup plus de la géopolitique en fait de la Première Guerre mondiale et de l'après. C'est un prémisse, ça raconte un peu les prémices du traité de Versailles et de comment se sont fait léser différents pays, mais surtout l'Italie en fait. Ouais, en vrai ils sont bien fait baiser quand même. Ils voulaient être aux premières loges et ils se sont retrouvés. Dernier rang. Je vais même te dire, ils étaient en dehors du théâtre. Ils sont dans les places étudiantes à 10 balles où tu vois rien de la scène. C'est ça. Donc compliqué pour l'Italie, on le voit tout au long du chapitre 1. Les négociations sont ardues, sont compliquées, mais ils arrivent à rien, quoi. Ils arrivent à rien. Déjà, ils sont méprisés. Parce que quand faut rentrer en guerre, vas-y, tout le monde dit oui, tu prendras ci, tu prendras ça, il y a pas de souci. D'ailleurs, ils le disent dans le chapitre. Ouais. Quand ils ont signé le traité de Londres. 1915, je crois. C'est ça, qui négocie en gros leur entrée en guerre. Avec la Triple Entente. Ils leur accordent tout, mais ils le disent dans le chapitre, ils savent même pas comment ça s'écrit. Ouais. Les villes qui revendiquent, ils disent ah ouais tu veux ça, c'est où ça? Bon c'est loin. Allez vas-y prends tout ça. Tu veux filmer FUI 3e ER, tu sais? C'est quoi ce truc? Il y a 60 000 habitants, on s'en branle. Allez vas-y tiens prends ça. Et le pire c'est que c'est vrai. Honnêtement, les revendications italiennes elles sont pas très sérieuses par rapport à ce que se partagent les forces de l'entente après la guerre. Oui. En réalité, en fait, c'est rien du tout. Si vous regardez sur une carte, on voit Venise. D'ailleurs, la Vénétie, c'est la dernière partie qui a été annexée avant la guerre, qui fait partie de l'Italie. Ça a été indépendant pendant très longtemps. Et c'est 1866 la Vénétie. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas 40-50 piges avant le début du conflit. Ouais. Donc, c'est tout jeune. Et en fait, pour eux, dans le prolongement de la Vénétie, il y avait, en fait, juste derrière, t'as Fiume, voilà. t'as vraiment toute cette partie-là de l'Adriatique, aujourd'hui, où t'as la Slovénie, la Croatie. Mais toute cette partie-là, à l'époque, elle était italophone en grande partie, et surtout pour eux, c'était un peu la suite logique. En fait, le Risorgimento, il est parti un peu du centre de l'Italie. Ils ont annexé le nord, et puis il s'est fait petit à petit. Région après région. La dernière région en date, c'est Venise. Voilà. Donc bon, pour eux, simplement l'étape d'après, c'est la Vénétie, mais c'est tout ce qu'il y a après. Je crois même pas que c'est tant que ça une visée impérialiste. C'est juste une vision unificatrice. Ouais, c'est purement nationaliste. Il y a pas de visée de ces mecs-là, on les connaît pas, mais on veut leur territoire. C'est juste des gens qui sont comme nous et on veut les rattacher à notre empire entre guillemets. C'est ça. C'est comme quand la France a rattaché la Bretagne. C'est comme quand la France a rattaché toutes ce qu'on appelle les patries charnelles. Voilà. Les Basques avaient rien à foutre avec les Français. Mais on s'est dit bon, ça fait une espèce d'unité nationale, ça fait une unité géographique. Allez hop, on fait une nation. Voilà. Et les Italiens, c'est une toute jeune nation, faut se mettre à leur place. Et quand ils parlent de crise d'adolescence, clairement c'est ça. Quand t'es ado, t'es en pleine croissance, t'as la dalle, t'as envie de bouffer. Et en effet, ils ont bouffé à tous les râteliers. Oh ouais. D'ailleurs, je vais te dire franchement. Les Américains, moi, j'aime bien faire ce parallèle. Ça vient de m'arriver en tête. Mais moi, je dis souvent que les États-Unis, ça a beau être un pays stylé, ils ont que 400 ans. L'Italie, à l'époque, c'était la même chose, en fait. Ils étaient encore moins vieux que les États-Unis. Ils avaient 50 piges. Ils avaient 50 piges. Donc, si tu veux, voilà, forcément, on les regardait un peu comme
comme les petits du bus qu'on disait t'inquiète, allez viens avec moi, ça va bien se passer. C'est ça, c'était trop leur petit. Et à la fin, on voit bien. Au début, ils leur disent allez, vas-y, signe ça, allez, on va te donner tout ce que tu veux, t'inquiète. C'est comme ton petit frère, tu lui dis mais t'inquiète, je te donne tout, des bonbons, machin et tout. Allez hop. Et à la fin, tu grailles tout, rien, t'as rien du tout. Il reste que les réglisses noires. Voilà. Et tu pleures à ta maman, ta mère elle te fait qu'est-ce que tu racontes? Je m'en branle. Rien à foutre. Ok. Et il se retrouve à écrire. D'ailleurs, le chapitre, il s'appelle La victoire mutilée. Et pour moi, ça décrit parfaitement. C'est D'Annunzio qui a inventé ce terme. Ouais. Et pour moi, ça met des mots exactement sur ce que ressentent les Italiens à ce moment-là. Putain, tu te tapes 650 000 morts. Mais ça, c'est 1 million de blessés. 1 million, c'est on oublie énorme, beaucoup les blessés. Mais bien sûr. Dans un pays qui est aussi jeune et qui a besoin d'une main d'œuvre et qui a besoin d'une jeunesse. Et juste en fait de se reconstruire en fait. Ouais. De se construire déjà. Oui, ou au moins de se construire. Littéralement, tu niques des générations entières, mais comment tu fais après? C'est un sacrifice énorme. Mais la Première Guerre mondiale, de toute façon, c'était une boucherie. Et c'est ça qui est assez, entre guillemets, amusant, c'est qu'ils sont rentrés en 1915. 1915, les conflits avaient déjà démarré. C'est vrai. Plus personne est surpris de l'horreur que c'est. On a lu Orage d'acier il y a pas longtemps. Oui. Orage d'acier, qui est un bouquin qui raconte le point de vue d'un officier allemand. De Ernst Junger sur sur la Première Guerre mondiale. Le conflit. C'est une autobiographie en fait. Ouais. C'est un récit qui est vraiment très intéressant et c'est trash. Et dès le début de la guerre, tu vois que c'est trash, quoi. Bah ouais. Et les Rital, ils se sont dit, ils ont beaucoup hésité, hein. D'ailleurs, au début, c'est ce qu'ils racontent. Ils ont beaucoup hésité. Est-ce qu'on rentre, on rentre pas? Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Mussolini a quitté le Parti socialiste italien. Ouais. C'est parce que Mussolini, à l'origine, il était socialiste. Et sauf que lui, il voulait l'entrer en guerre. Il voulait partir en guerre, voilà. Et il s'est trouvé des affinités avec les nationalistes de l'époque, parce que ce qu'il voulait pour l'entrer en guerre, c'était pas sacrifier des gens pour rien. C'était juste mettre l'Italie sur la carte, quoi. Voilà. Et juste les poser, quoi, les rendre basés et faire en sorte que ça soit plus des petits, bien que le pays ait 60 ans. Mais 650 000 morts, 1 million de blessés, et pourquoi? En fait, pour rien. Et pour rien. Voilà. Parce que les Américains, ils en ont rien à secouer. Ils disent, ah ouais, vous avez signé ça. Ils vous ont donné tout ça. Rien à foutre. Franchement, moi, j'ai du mal à comprendre comment un pays comme les États-Unis, qui sont rentrés, je crois, en 1917 ou en 1918, carrément, dans la guerre, se sont posés et ont fait les oufs comme ça avec tout le monde, avec tous les pays européens. Ouais. Mais je comprends pas. On est tous devenus leurs putes. On est tous devenus leurs putes, alors qu'il a été prouvé que les États-Unis ont eu un rôle, mais mineur, dans la victoire des Alliés en 1918, quoi. C'est ça. D'ailleurs, les Anglais, on leur doit beaucoup plus que les Américains. Le sacrifice des Anglais. Sacrifice des Anglais. C'est 1917, où tu montres bien que les Anglais, mais ils se font ruiner la gueule. Ils se font massacrer. Je crois qu'ils ont fait la Somme. Ouais. Je crois qu'ils ont été beaucoup dans la Somme et dans un autre endroit du conflit en France, la Marne, je crois aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, dans Peaky Blinders aussi, hein, je fais des petits parallèles comme ça. Les mecs revenaient de la guerre, ils en étaient traumatisés et ça a été une boucherie, ils le savaient. Hein. Voilà. Et là, tu regardes que les Rital, ils rentrent dans la guerre. Ils savent. Parce que pour moi, c'est exactement comme on dit ça. Et d'ailleurs, c'est un thème qui sera très récurrent dans ce bouquin. C'est la jeunesse, giovinezza, en italien, mais ça veut pas forcément dire simplement la jeunesse. Ça veut dire l'ardence, quoi. C'est ça. Fait que les ardents, là, on veut brûler. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, D'Annunzio. Il dit, mais nous, on veut brûler, on veut pas s'éteindre. Ouais. On veut continuer à brûler. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera, c'est une phrase qui sera très populaire chez les fascistes italiens, parce que les fascistes italiens, on a beaucoup de clichés un petit peu sur ce que c'est. Brucia, ils appellent ça. C'est ça. Et en fait, c'est plutôt un mouvement qui à l'origine est esthétique et de réaction. Il n'y a pas forcément d'idéologie fasciste, en tout cas à l'origine, au début. Et on verra que Fiume, ça joue un rôle majeur, parce que Fiume, c'est l'aventure esthétique par excellence. Ouais. T'es là, tu te dis, bon, nous, on a sacrifié une grosse partie du pays pour mettre l'Italie sur la carte. Voilà. On n'a rien. Bah, tu sais quoi? On va y aller quand même. On va aller à Fiume. Niquer votre mère et on veut brûler. Et d'ailleurs, franchement, après 650 000 morts et 1 million de blessés, Fiume, qui a été capturé, sans même tirer un coup. Ouais, c'est ça. Un coup de feu, en tout cas, parce que par contre, des coups, ils en ont tiré. Ah oui. Je pense que sans vouloir faire le fou, les petites Croates, ils ont kiffé les Italiens. Mais même les Italiens ont kiffé les Italiens. Hein. Ouais, ça, vous verrez plus tard dans le livre, mais c'était pas triste. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on en parle que les Italiens, c'est juste des mecs qui sont pas faits pour faire la guerre en vrai? Franchement. Ouais.
Non, mais je suis désolé. Ils sont Mais trop nuls à la guerre. moi, j'ai un exemple à donner sur, sur les Italiens transalpins qui faisaient la guerre contre, je crois, les forces autrichiennes. Enfin, littéralement, quand vous vous dites, ok, j'ai un canon d'artillerie qui fait plusieurs tonnes, je fais comment pour le monter en haut d'une montagne? Bah, je le démonte, je fais des petites pièces, tu vois. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces enculés d'Italiens? Ils les attachaient à des cordes et ils les tiraient. Ils tiraient plusieurs tonnes d'artillerie, en fait, jusqu'en haut des montagnes. Et ça leur faisait perdre un temps monstre et ils se faisaient capturer, en gros, ce qu'ils essayaient de capturer. Bah ouais. Enfin, juste, mais à quel moment tu te dis que ça va être une bonne idée de faire ça, tu vois? Après, c'est une patrie qui est toute jeune, qui a pas encore d'institution militaire, machin, Ah etc. bah non, Mais c'est c'est clair. vrai que les Rital, ils sont éclatés à la guerre. Et on le verra tout à l'heure. Enfin, plus tard, il y a un chapitre sur les Arditi, donc un chapitre qui est vraiment très important. Ouais. Pour nous, la mentalité Arditi, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Pour l'instant, vous verrez, on clash pas mal les Italiens au début. Mais vous inquiétez C'est pas. mérité. Ouais. Mais plus tard, on va bander à mort dessus parce que c'est cette mentalité Arditi. Ils en ont rien à secouer. Les ordres, la hiérarchie, C'est pas leur truc. la guerre, etc. Ils savent pas faire. Par contre, Non. se battre, Ouais. ils savent faire. Se battre comme des poètes, comme des jeunes fous, ils savent ça. le faire. Pour moi, l'expression sa bite et son couteau, Ouais, ils sont trop forts ça pour va ça. trop bien Avec les Arditi. aux Arditi de cette époque. Mais je veux dire, comparé à des forces comme la France ou alors comme l'Allemagne, qui ont combattu la Somme, Des la guerres Marne, innombrables aussi avant. Hein. Voilà, C'est des mais vieux pays. ils hein. ont fait que ça. Ces mentalités, mais sont tellement différentes. Ouais. Ils ont des, je veux dire, les Français, juste les Français, ont des milliers de victoires derrière eux. Et le pays a été unifié depuis longtemps. Puis des institutions militaires. Les officiers qui dirigeaient pendant la Première Guerre mondiale, même s'ils ont leur tort, Ils avaient un recul, En fait, tellement grand. ils sortent d'écoles qui ont 300, qui ont Oh 400 là ans, là tu là. vois. En fait, Bien t'as sûr. Napoléon qui est passé par là avant, donc Ouais, rien que Donc, ça. mine de rien, on a quand même une grande histoire militaire, ce qui est pas le cas de l'Italie. Et je pense qu'on va terminer comme ça. Je vais faire un petit lien avec la suite, mais pour moi, sur la fin du chapitre, Ouais. on plante la graine du tout début du fascisme, Bien sûr. ou en tout cas du tout début de l'épopée de Fiume, Ouais, parce que ouais. on est à un moment où la patrie elle est humiliée, et on sait que dans tous les Règlement dans de conflit. c'est ça, et puis dans toutes les aventures fascistes et totalitaires du Ouais. XXe siècle, Ouais. à un moment il y a l'humiliation d'un Ouais. peuple. Et il y a la pauvreté aussi. C'est ça. Énormément. Les Allemands sont Bah, humiliés voilà. Et oui. après la Première Le Guerre traité de mondiale. Versailles, c'est juste après, il y a quoi en Allemagne? Bah, c'est C'est la crise, c'est les tribus c'est de un nom, guerre. là, tu sais, la période là, c'est l'empire de Weimar, non, la République de Weimar en Allemagne. c'est ça. Où Eh ben, ils sont totalement soumis, ils sont humiliés, L'hyperinflation. alors je- qu'ils se sont battus, mais comme des chiens Mais pendant bien la sûr, guerre. on payait des miches de pain avec des brouettes de billets, mais à un Ouais, moment, mais surtout quand tu compares ça à leur sacrifice, tu vois. Les Allemands, quand ils sont partis en guerre, Ouais. dans le bouquin de Junger, Ouais. les mecs, ils se battent comme des chiens, ils comme lâchent des rien. chiens, putain. Et au final, pourquoi? Pour se faire humilier par la France, Ouais. parce que il y a les Ricains qui ont débarqué au dernier moment, tu vois. Et donc, pour moi, c'est quand même le premier ingrédient à toute aventure L'humiliation. totalitaire ou fasciste, c'est l'humiliation. Mm. Et on en parle dans l'introduction qu'on a fait la semaine dernière. À un moment, on dit que dans un pays latin, l'injure, l'insulte, ouais, c'est vrai. un coup qui est porté à l'honneur, C'est très, c'est terrible. Ouais, terrible. Tu sais, on a souvent le cliché du mari espagnol ou italien qui est jaloux comme tout. Ouais, quoi. ouais. Tu regardes sa femme, il va te découper. Et C'est vrai. et moi je ressens un peu ça quand je lis ce que D'Annunzio dit. C'est Des putain, Italiens les mecs, sur leur... putain les mecs, on s'est fait cuck. Wow! C'est pas possible. L'Italie s'est fait prendre, là. C'est Alors que hors c'est de question. c'est notre meuf, les Tu mecs. vois, là où les Allemands vont mettre quelques temps à se dire bon, Pas cool. c'est quand même un peu abusé. Franchement, là. Ils vont attendre un petit moment avant de se dire que c'est abusé. Les Ouais. Rital, même pas 6 mois après la fin des négociations, ils disent nique sa mère, c'est pas possible. Je vais Et vous pour baisser. moi, c'est là qu'on voit bien l'esprit latin. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Brucia, ça brûle, Ah ouais. c'est impossible à contenir. C'est beaucoup dans l'émotion, hein, évidemment, mais c'est comme ça, c'est l'esprit latin, en fait. C'est ça. Et pour finir, je finirai avec 2 mots de Mussolini qui derrière seront réappropriés par les fascistes, mais pour moi qu'on peut voir dans ce chapitre, c'est vivre dangereusement. C'est une maxime qui est prononcée par Mussolini, mais des centaines de fois. Ouais. Vivre dangereusement, et ça s'y est tellement au moment qu'on est en train de vivre, où là on est sur la fin de la Première Guerre mondiale, tout le monde est trauma,
tout le monde est fatigué, tout le monde est pauvre, tout le monde a faim. On nous a Mais souillés, on est humiliés. On veut continuer à vivre dangereusement. Voilà. Et on va tout se réapproprier. Et c'est la deuxième maxime qui est souvent utilisée par les fascistes italiens. C'est tout se réapproprier. Okay. En fait, on veut pas négocier. On veut pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. On veut pas de tempérance, tu vois. Ouais. La légitimité, on la prend, c'est ça. On veut tout. Ouais. Et d'ailleurs, Casa Pound, qui est un mouvement néofasciste italien, qui se définissent eux-mêmes comme les fascistes du 3e millénaire. Ouais. Leur devise, c'est tout se réapproprier. Tout se réapproprier. Tout prendre. Ouais. Tout est à nous, en fait. Ouais. On a le droit à tout. Il faut juste aller le chercher. Et pour moi, là, à la fin de ce chapitre, on en est là, quoi. Ouais, évidemment, ouais. Bon. Voilà, c'était tout pour ce premier chapitre de La folie d'Annunzio. L'épopée de Fiume, c'est ça. Merci beaucoup, Alfie, pour la lecture. Pas de problème. Et on vous retrouve la semaine prochaine, où c'est moi, donc Kozak, qui vais vous lire la suite de l'histoire. Et c'est un chapitre dédié au divin Il Divo. Donc c'est surtout un chapitre qui sera dédié à la personne de D'Annunzio.